Et alors pour cette troisième intervention, on va accueillir François de Menten, alors qui fait partie du groupe Walden, qui va être à distance, et le groupe ZS avec Sébastien qui va aujourd'hui mener cette présentation. Bonjour à tous, un format un peu spécial, un peu speakerine, avec un direct en Belgique, à Bruxelles, parce que les gens de Belgique ne peuvent pas venir en France, et surtout en Île-de-France, parce qu'on est zone rouge. Alors on va essayer d'avancer comme ça. Alors la particularité, vous allez comprendre qu'on est dans un modèle de traçabilité réglementaire lié à l'industrie pharmaceutique. Alors, on va balayer différents points pour vous faire comprendre un peu les impacts d'une réglementation sur un marché et comment les différents acteurs de ce marché sont obligés de faire un effort pour être compliant par rapport à une réglementation. Et vous allez comprendre l'impact, parce que demain, si sur des marchés peut-être en dehors de la pharma, il y en a d'autres, hein, vous avez ce type de réglementation, vous allez comprendre que tous les acteurs, tous les opérateurs économiques ont un impact dans leur processus et ont des obligations et doivent être répertoriés par un organisme. Et après, on verra le futur de la traçabilité, finalement, où on a tous les modèles de traçabilité et avec une extension vers le consommateur connecté avec des données fiables par rapport à la traçabilité liée à ce qui a été produit et le chaînage en matière première. ZS, nous sommes une société belge avec deux grandes divisions. Une division qui travaille sur tout ce qui est passeport, carte d'identité et recensement de population. Et la division dans laquelle moi je suis chargé de la traçabilité pour le groupe, où on travaille sur l'identification des biens. C'est-à-dire que la traçabilité sur différents modèles, différents pans de traçabilité, et je vous expliquerai tout ça un peu plus loin. On est 1200 en Europe et en Afrique, et aussi en Israël. On a aussi une filiale en Israël. Et il y a 3 ans, on a été acquéri par Panasonic dans une division B2B. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le Panasonic Consumer à vendre des Lumix appareils photo, mais Panasonic a une division B2B qui va être des terminaux endurcis en mobilité, par exemple, qui va aussi produire tout ce qui est IoT, sensor IoT dans des mondes industriels, qui est aussi les plateformes pour des sociétés type Foxconn pour faire toutes les soudures sur les composants que vous allez retrouver dans les téléphones. Voilà, en gros, Panasonic. Et notre présence, c'est un peu partout dans le monde et en Europe. Voilà. Comment on travaille, ZS, sur tous ces sujets de traçabilité, où en général, on travaille toujours sur un volet technologique, dans des standards au maximum, mais on n'est pas lié à une technologie. C'est-à-dire que si, par rapport à une problématique que vous voulez adresser, une technologie n'est pas la meilleure, la plus pertinente par rapport à vos process, bien sûr, on va utiliser d'autres technologies. On travaille avec des clients où on met en place 3 technologies, 4 technologies différentes pour mettre en place un sujet d'authentification vers le consommateur, une puce NFC par exemple, un sujet de RFID où on met des tags RFID sur les cartons. Et là, ça va être intéressant par rapport à des entrepôts de notre client pour pouvoir suivre son flux interne. Et après, on met un data matrix associé à ce code RFID pour livraison lointaine où je ne mets pas en place une infrastructure RFID pour gérer un colis tous les 3 mois. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aussi, à un moment donné, il faut être pertinent dans les modèles de coûts et dans les modèles de maintenance de ce que vous faites. Après, on va travailler sur tout ce qui est les solutions, le process. C'est-à-dire que c'est quoi le process vraiment opérationnel associé à de la traçabilité. Et vous allez voir que souvent, on parle de data liée à la traçabilité, mais à un moment donné, il faut quand même acquérir les bonnes data dans le bon process et que ce process soit assez rigoureux pour faire le chaînage de toutes les informations. Et aujourd'hui, parfois, on pousse de l'information vers le consommateur sans un chaînage dans le process industriel. Et finalement, l'information qu'on est en train de pousser au consommateur n'est pas forcément la plus pertinente par rapport aux produits et par rapport aux matières premières qui sont associées aux produits. Et là, on va être sur toutes les pans de l'industrie, de la partie manufacturing, où on a une solution de ce qu'on appelle le packaging execution, c'est-à-dire qui va permettre de sérialiser, de faire l'agrégation sur les lignes de packaging et activer, commissionner ce qui a été imprimé, vérifié et validé pour un volet réglementaire. Et après, on a toutes les solutions d'exécution jusqu'au magasin. Et même aujourd'hui, par exemple, par rapport à une directive du tabac, on est dans
les magasins en Espagne, dans les magasins de tabac en Espagne, pour délivrer le tabac, parce que si vous êtes fumeur, je vous expliquerai, aujourd'hui, vous avez un code unique sur votre paquet de cigarettes. Et ensuite, on a la partie plateforme, où là, on va collecter la data qui est soit notre data nous, on a pu générer par rapport à l'exécution, ou soit une data externe qui va provenir d'un WMS, qui va provenir d'un système tiers, un MES, qui est capable d'enrichir l'information. Alors, on travaille toujours dans des standards interopérables. Pourquoi ? Parce que le but sur des sujets de traçabilité, c'est de pouvoir mettre tous les acteurs et que l'information arrive de tous les acteurs. C'est-à-dire que l'élément clé dans la traçabilité aujourd'hui, réglementaire ou non réglementaire, c'est que tous les maillons de la chaîne puissent faire vivre la traçabilité. Parce que si à un moment donné, vous devez déduire ce qu'un acteur de la chaîne est en train de faire, c'est très compliqué d'avoir une traçabilité globale. Et c'est là où c'est très important le volet technologique, le volet des standards, pour être interopérable, pour que tout le monde, toute l'industrie travaille dans un même standard, et ensuite le volet exécution pour capter l'information et d'être capable d'associer les informations, et ensuite de l'amener à un niveau plus élevé, qui va être un niveau où on va être dans le data repository, où on a collecté de l'information, soit qu'on a généré en interne, soit en externe, par rapport à des acteurs de la chaîne, par exemple votre prestataire logistique, à un moment donné qui lui participe à votre traçabilité, parce que c'est une extension de votre responsabilité, si vous êtes ce qu'on appelle le brand owner. Et c'est là où c'est très important que tout le monde soit chaîné pour que derrière l'information soit consistante. Et après, bien sûr, on a différentes solutions par rapport à différents marchés et différentes problématiques. Sur la partie, ce qu'on appelle end-to-end traçabilité, parce que la traçabilité, tout le monde en parle. La traçabilité aujourd'hui, c'est très vaste. Tout le monde parle de traçabilité. Alors ça peut être, je mets une étiquette, c'est de la traçabilité. Oui, c'est vrai. Mais on va aussi travailler sur une traçabilité beaucoup plus globale qui va être du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que du début manufacturing et matière première jusqu'au client final qui, lui, peut avoir accès à une partie de l'information. Alors, on travaille sur différents volets en tant que société. On travaille sur tout ce qui est réglementaire. On a travaillé sur les explosifs. Si vous êtes dans le BTP, aujourd'hui, si vous achetez des explosifs à un industriel de ce marché, vous allez voir que tous les composants des explosifs aujourd'hui ont un numéro unique. Et tout est tracé. C'est-à-dire que l'industriel doit prouver vis-à-vis des organismes tiers l'histoire d'un item qui peut être le détonateur, par exemple, et d'où vient le détonateur, où est-ce qu'il a été dans l'écosystème et à quelle date il a été fabriqué. Ensuite, on a travaillé aussi sur tout ce qui est pharma, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Du coup, on verra avec notre partenaire Weiden qu'est-ce qu'on a fait. On travaille aussi dans tout ce qui est phytosanitaire, et là, c'est l'industrie qui se met autour de la table parce qu'ils sentent qu'il va y avoir des réglementations qui vont arriver. Et ils ont créé la norme cristal dans l'industrie des phytosanitaires pour pouvoir être sûr que vous n'allez pas avoir des États qui vont prendre des décisions différentes et qui va devenir très compliqué pour des gros industriels qui travaillent partout dans le monde. Et c'est là où ils ont travaillé avec GS1 sur les standards de marquage et les standards de publication des informations pour pouvoir être interopérables et aussi pour pouvoir éviter que, par exemple, la Turquie prenne une décision de dire bah non, il nous faut une étiquette bleue avec un Mickey dessus. Ah oui, mais par contre, pour un autre pays, il nous faut une étiquette verte avec une autre symbologie. Et là, vous trouvez, en tant qu'industriel, avec une énorme problématique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes obligé de gérer des batchs par pays. Et ça, en l'occurrence, dans la pharma, c'est le cas. Et derrière, vous êtes obligé d'avoir un modèle de distribution par pays en fonction de la fabrication. C'est-à-dire que vous dupliquez le stock à un moment donné, vous dupliquez votre inventaire pour un même produit parce que vous êtes obligé de classifier très tôt les produits par rapport au marché sur lesquels vous allez les positionner. Et ensuite, la dernière en date, ça va être le tabac. Si vous regardez aujourd'hui sur votre paquet de cigarettes, vous avez soit un dot code, soit un code data matrix. Et c'est un code unique qui est répertorié au niveau de l'Europe. Et l'objectif, c'est de sécuriser la distribution du tabac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un officiel peut arrêter un camion et il connaîtra exactement le contenu du camion. C'est-à-dire qu'il peut commencer à scanner les différents éléments et derrière, il peut savoir et comparer exactement avec qu'est-ce qui a été déclaré par quel acteur. Alors là, on est dans des modèles très lourds qui sont des modèles de track and trace où tous les acteurs, les 10 000 opérateurs économiques en Europe, sont obligés de se recenser, sont obligés de définir c'est quoi leur rôle dans la supply chain. L'Europe les valide. C'est-à-dire ou ne les valide pas. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec des industriels du tabac. L'Europe a 3 mois pour les valider. Et peut décider que cet industriel n'a pas le droit de mettre du tabac sur le marché européen. Et ensuite, vous allez jusqu'au magasin et dans certains pays, au-delà du magasin, parce que vous avez
des machines où vous positionnez du tabac, c'est-à-dire que vous avez votre buraliste, mais chez le buraliste, vous avez des distributeurs de tabac. Et dans ce cas-là, vous devez dire dans quel distributeur vous avez mis quel tabac. Voilà. Et après, on va travailler sur tout ce qui est protection de la marque. Là, ça va être plus dans le sphère du monde privé pour des sociétés, ça peut être du luxe ou des sociétés qui ont des produits à forte valeur, qui vont vouloir sécuriser soit la distribution du produit, soit l'authentification vis-à-vis du consommateur. Et c'est là où la traçabilité, il y a différents modèles et il y a différentes possibilités en fonction du problème qu'on veut résoudre. Si votre problème, c'est de résoudre un produit sur un marché et vous apercevez en tant que manufactureur que vous avez plein de faux produits sur ce marché, certainement, vous voulez faire de l'authentification vis-à-vis du consommateur pour qu'il reconnaisse votre produit et qu'il est capable de le différencier avec un code unique et avec des éléments sécuritaires sur une étiquette que vous allez positionner sur le produit. Ou si vous voulez, parce que vous avez des doutes sur votre écosystème, des marchés parallèles, c'est-à-dire que quelqu'un achète sur le marché espagnol à des prix moins chers et le positionne à des prix beaucoup plus chers sur le marché anglais, dans ce cas-là, ce que vous avez commencé à bouger, c'est faire du track and trace pour verrouiller votre écosystème et pour s'assurer que toutes les personnes de votre écosystème sont identifiées et vous connaissez le chemin, finalement, de votre distribution. Et après, bien sûr, pour les différents opérateurs économiques, l'intérêt aussi pour quelqu'un qui distribue des produits, s'il a la licence de distribution, il va être unique et il va pouvoir consolider son positionnement sur un marché. Et ensuite, on travaille aussi sur le volet gouvernemental, par exemple, sur le sujet de la pharma aujourd'hui en Europe. Vous avez le même sujet en Arabie Saoudite, vous avez le même sujet aujourd'hui en Inde, vous avez le même sujet au Pakistan qui est en train d'arriver. Vous avez aussi le sujet, aujourd'hui, il y a un sujet sur la table lié au Covid, c'est la sécurisation de la distribution du vaccin, piloté par un organisme qui s'appelle le COVAX et financé par la Banque mondiale, pour les pays, on va dire, un peu plus pauvres. Et après, ensuite, vous avez les sujets de collecter le revenu, collecter la taxe, par exemple. Pour vous donner un exemple, c'est l'alcool. Vous allez voir que vous avez un timbre fiscal dans certains pays. Et aujourd'hui, ce timbre fiscal a un numéro unique qui est digitalisé. Et ça permet aux autorités de vérifier. Vous achetez une certaine quantité de timbres, je vous les donne, et derrière, vous les activez une fois que vous êtes dans l'usine à produire et à poser le timbre fiscal. Voilà, pour vous donner des exemples, dans tous ces marchés, vous avez plein de modèles différents de traçabilité en fonction du sujet que vous voulez adresser et en fonction de la problématique que vous voulez résoudre. Et là, je vais donner la main à François de Menten. François ? Oui, merci Sébastien, vous m'entendez bien ? Oui. Oui ? Parfait. Bonjour à tous et très heureux d'être virtuellement, parce que la distance est là, mais virtuellement avec vous pour ce partage d'expérience. Donc, je m'appelle François de Menten, je travaille donc pour le groupe Walden. Alors, en deux mots, Walden, il a pour vocation d'être ce qu'on appelle un one-stop shop partner, donc de proposer un portefeuille étendu de services logistiques qui permettent en fait à nos clients, laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, de retrouver au sein d'un même partenariat une réponse à l'ensemble de leurs besoins logistiques. Slide suivant. Donc, Walden, c'est un groupe donc, qui est actif depuis presque 70 ans. Donc, on a commencé nos activités en 1951 en France avec la société CSP. Par contre, le nom Walden, lui, est assez récent puisqu'il a été lancé en juin de cette année-ci suite à l'acquisition du groupe Movianto. Donc, c'était une étape très importante dans le développement du groupe actuel Walden puisqu'en fait, avec l'acquisition de Movianto, on est passé de 2500 collaborateurs à 5000 collaborateurs, donc on a doublé la taille et on avait un certain nombre de points de valeur et d'expérience métier qui étaient identiques, et donc un savoir-faire qui était commun. Et en même temps, on combine ça avec une complémentarité d'activité, une complémentarité géographique qui est très très forte. Et donc aujourd'hui, Walden, c'est le leader européen dans tout ce qui est services de transport et logistique dans le secteur de la santé. Oui. Alors, en quelques chiffres, donc si on est présent dans 12 pays, donc avec une présence physique dans 12 pays. On a 600 000 mètres carrés bâtis, donc qui sont des centres de stockage, mais aussi des centres de cross-docking. Au total, on est, si on regarde les collaborateurs, je vous disais qu'on est 5000 collaborateurs.
Et alors, ce qui fait la spécificité du groupe aussi, c'est qu'on est une entreprise à actionnariat familial, qui est une garantie aussi d'être orienté sur le long terme et des investissements sur ce qui fait vraiment du sens, qui a de la valeur ajoutée pour nos clients et pour notre industrie. Derrière Walden, on a différentes sociétés. Donc, si je prends d'abord le pôle logistique, donc on a les sociétés ou les marques Moviento, CSC qui est très connu en France également. Donc là, on va retrouver tous nos entrepôts. Les entrepôts dans le secteur de la santé, dans le secteur pharmaceutique, ils sont organisés par zone, puisqu'on a ils sont tous sous température dirigée. Et on a des zones de température, soit en 15-25, soit en 2 à 8 degrés. Et on a à peu près, sur l'Europe, on a également environ 2000 palettes, emplacements palettes, qui sont à moins 20, moins 40, moins 80 ou moins 196 degrés, 196 degrés, pardon. Donc ça, c'est sur la partie logistique. Sur la partie transport, ce qui fait une des spécificités de notre groupe aussi, c'est qu'on combine deux réseaux intégrés de dernier kilomètre. Donc, on a Eurotransforma, qui est un réseau sous température dirigée qui propose des livraisons en 2,8 et en 15,25. Il est présent dans 7 pays différents. Et alors, on a Ciblex, qui est un service express qui, au départ de 3 pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas, permet de livrer, au travers d'un partenariat qui s'appelle Eurodis, 23 pays en Europe, en respectant entre autres des créneaux horaires qui sont très spécifiques. Prima Transport, qui est la dernière business unit au sein du transport, est plus en amont de la chaîne logistique. Donc en fait, on propose à nos clients laboratoires pharmaceutiques de gérer l'entièreté de leur transport à partir du moment où les produits sortent, les médicaments sortent de la chaîne de production, vers leurs centres de stockage ou vers leurs distributeurs. Et alors, en complément de ces activités principales de logistique et de transport, on a vraiment étendu, comme je le disais au slide précédent, le portefeuille de services que l'on propose de manière à répondre à l'ensemble de leurs demandes. Quelques exemples, c'est la gestion des appels d'offres hospitaliers pour le compte de nos clients. Ça va être également la gestion de la facturation, du suivi des paiements clients, ce genre de service. Dernière spécificité au niveau du groupe par rapport aux valeurs ajoutées, c'est qu'on a un accent très fort aussi sur nos solutions informatiques. Nous avons notre propre WMS, notre propre TMS et notre volonté est vraiment de faire la différence au travers des solutions technologiques que l'on met en place. Je te rends la parole, Sébastien. Juste pour vous expliquer un peu, c'est quoi la directive liée à la pharma, de manière simple, on ne va pas rentrer dans tout le détail technique, mais la directive, c'est je mets un numéro unique sur un produit, sur un étui. Deux conditions après pour le consommateur, pour le patient, ça va être un signe de sécurité, c'est-à-dire que d'inviolabilité, pour que les deux conditions, j'ai un numéro unique et l'étui il est fermé. Et ça va faire que le produit est authentique depuis le début de la chaîne. Impact sur les industriels, ce qu'on appelle les MAH, c'est-à-dire que les Market Authorization Holders, qui, eux, ont l'obligation de commissionner et de produire chaque étui avec un numéro unique et de le publier dans le repository européen, qui est le repository au milieu, qui est le repository, ce qu'on appelle le EMVS, qui lui va dispatcher en fonction de la déclaration de l'industriel sur quel marché ce produit-là doit se trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un industriel dans la pharma, vous publiez pour dire cet étui va se retrouver sur le marché espagnol, sur le marché français, sur le marché italien, pas l'italien parce qu'ils ne sont pas dans la réglementation aujourd'hui, c'est plus tard, ou marché grec et non plus, je vais y arriver, ou les Suédois. Ensuite, ça va être au niveau du hub local, pays, qu'on appelle le NMVS, que toutes les vérifications vont se faire. Vous voyez, il y a tellement une multitude de data qu'il était impossible de gérer toutes ces data à un niveau dans un repository seul, avec la multitude de data et la multitude de complexité. Du coup, le parti pris sur le modèle technique, c'est
Je publie dans un système, les industriels publient dans un système, et ensuite, ce système centralisateur va pousser les différents étuis dans les différents pays dans lesquels ils vont ensuite être livrés. Qu'est-ce que ça permet aussi? Ça permet de bloquer les importateurs parallèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut prendre un étui qui est sur le marché espagnol pour le ramener sur le marché français, il doit repasser par la case EMVS. C'est-à-dire qu'il est obligé de se déclarer, le décommissionner et le recommissionner. Vous voyez, c'est-à-dire que le setup est aussi lié à la problématique que la pharma voulait mettre sous contrôle par rapport à ce qui se passe en Europe sur le médicament. Et vous allez voir que tous les acteurs de la chaîne sont impactés, c'est-à-dire que l'industriel est impacté en tant que Market Authorization Holder. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est le distributeur, tout ce qui est dépositaire sont impactés parce qu'ils doivent faire des vérifications. Il y a des listes blanches. C'est-à-dire que si votre produit a pris une cascade d'acteurs, dans ce cas-là, vous êtes obligé de vérifier tous les produits que vous avez à la fin. Et ensuite, vous avez, dans le cadre de la réglementation, vous avez des conditions aussi pour sortir un numéro de serial de l'univers du setup, par exemple, si vous faites de l'export. Si vous faites de l'export, à un moment donné, il va falloir dire au système que vous l'avez décommissionné pour des raisons d'export. Et ainsi de suite. Et vous arrivez jusqu'à la pharmacie. Là, vous êtes dans l'hôpital ou dans la pharmacie de ville qui, elle, doit se connecter pour décommissionner le produit. Qu'est-ce que ça permet? C'est à tout moment, quand moi je veux donner mon produit à un patient, je peux le bloquer pour une raison de qualité, un rappel ou un retrait. Et je peux aussi, par rapport à le dernier maillon, peut vérifier que le produit est authentique. Alors après, vous avez d'autres modèles par rapport à d'autres problématiques. En tout cas, en Europe, c'est le modèle qui a été choisi. Tous les acteurs ont un rôle et une responsabilité dans la chaîne avec des obligations. Et je vais juste vous balayer un peu les différents rôles des différents acteurs pour être plus simple. Côté industriel, vous allez être obligé de sérialiser chaque étui, créer un numéro unique et ensuite le commissionner dans la base EMVS européenne. Et à partir de ce moment-là, votre produit est actif sur le marché et va être diffusé sur les marchés dans lesquels ce produit doit se trouver. Alors, il y a toute une complexité informatique. Et ensuite, vous allez retrouver différents acteurs qui vont eux, reprendre la main par la suite. Alors, l'industriel, c'est quoi la complexité, finalement? C'est vous générez énormément de numéros uniques. Vous êtes obligé de gérer. Un serial, c'est un numéro unique, c'est-à-dire que c'est un étui. Et vous devez faire le marquage sur des produits qui peuvent être de différents types, de différentes hauteurs, de différents types de marquage. Alors GS1 et les organismes ont travaillé sur des standards de granularité du marquage, parce que derrière, il doit être relu, le marquage, bien sûr, hein, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et il y a tout un volet sur la ligne de packaging pour pouvoir capturer, marquer, vérifier, valider et ensuite publier l'information. Et ça, on va dire, ça va être la complexité pour l'industriel dans ce type de traçabilité qui est une traçabilité unitaire. Ensuite, je vais laisser François vous présenter la partie, les impacts pour un distributeur, wholesaler, et comment ils ont abordé leur projet. Merci Sébastien. Donc, oui, d'un point de vue distributeur, donc on peut passer au slide suivant. Ce que je vous propose, c'est de faire ce partage d'expérience en reprenant en fait le trajet qu'on a parcouru pour implémenter la solution et puis de finir par un point 18 mois après le démarrage de cette nouvelle réglementation, quelle est la situation aujourd'hui et quelles sont les perspectives. Donc au départ, on a commencé le projet en janvier 2016. Comme l'a mentionné Sébastien, on avait une nouvelle directive européenne qui a été publiée en février 2016 et qui donnait une période de 3 ans pour se mettre en conformité, d'une part, et d'autre part pour permettre aux pays, donc aux autorités locales, de traduire la directive européenne dans les législations locales. Alors, premier challenge qui a été identifié à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y avait un certain nombre de zones grises ou d'ombres concernant la manière dont la directive pouvait être interprétée localement. Un deuxième challenge qu'il nous fallait prendre en compte, c'était le nombre très important de clients qui étaient impactés, puisqu'on avait plus de 150 clients qui étaient impactés par ce changement de réglementation.
Au niveau logistique, un des points clés d'attention, c'était le délai ou le temps d'attente, le délai de réaction lorsque l'on se connectait au système NMVS. Donc Sébastien a présenté dans le slide précédent. Donc on a une base de données EMVS, qui est la base de données européenne, et qui est connectée à des bases de données nationales qu'on appelle les bases de données NMVS. Et donc, vous pouvez facilement imaginer que quand on prépare des millions de boîtes chaque année, on ne peut pas se permettre d'avoir des temps d'attente qui se marquent au niveau de la préparation de commandes, parce qu'on aurait très vite atteint un niveau de saturation. Au niveau de Movianto, plus spécifiquement, on avait différents systèmes informatiques, donc on avait différents WMS, donc on devait faire l'adaptation dans différents systèmes. Et alors, un dernier point, c'est qu'on n'avait aucune visibilité au moment où on a démarré sur les volumes qu'on aurait à traiter. Et donc, juste pour faire le lien aussi par rapport au slide précédent, c'est qu'on est dans un système de vérification end-to-end. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'en théorie, donc on a les laboratoires qui chargent les numéros de série au moment de la production ou avant de libérer les lots. Et puis, le dernier acteur de la santé qui dispense le médicament au patient, lui vérifie le statut du produit et le décommissionne. Donc, normalement, on a juste les deux extrémités. Et dans la pratique, et Sébastien l'a évoqué, c'est que si on fait des envois hors Europe, donc on parle d'export, ou si on envoie des produits à un acteur de santé qui n'est pas équipé informatiquement, mais il y a lieu alors de procéder à ces activités de vérification d'authenticité, de décommissionnement en amont, et c'est là où nous sommes intervenus également. Mais donc, on n'avait aucune visibilité sur ces volumes-là parce que les catégories d'acteurs pour lesquels on devrait faire cette activité de décommissionnement n'étaient pas encore clairement identifiées. Ouais. L'approche qui a été sélectionnée, donc, d'une part, on a la première période qui a duré donc au total 16 mois, qui était prévue au départ pour 12 mois. En avril 2017, on l'a clôturé et là où on avait encore des zones d'incertitude, on est parti sur base d'hypothèses de travail en collaboration avec des communications régulières avec certains clients clés que nous avions au niveau des laboratoires de manière à ajuster la direction que l'on prenait puisqu'il fallait s'assurer d'avoir une solution qui soit prête à temps. La deuxième approche qui était très importante compte tenu du nombre de clients que l'on avait à traiter, c'est qu'on a développé une solution qui était standard. Donc quelque part on a vendu ou proposé à l'ensemble de nos clients une solution qui soit robuste, validée et qui nous permet d'avoir une seule solution à implémenter puisqu'il n'était pas possible d'implémenter du sur-mesure en fonction des attentes de chacun de nos clients. Et la troisième approche, c'est qu'il nous fallait une solution qui nous permette de monter en puissance de manière progressive, entre autres en termes d'équipement. Au niveau de une fois qu'on a eu défini quelque part quelle était la solution qu'on voulait implémenter en termes de design, la question qui s'est posée, due essentiellement aux différents systèmes informatiques que l'on avait chez Movianto, c'était de se dire, mais tiens, est-ce qu'on part sur une solution 100% internalisée ou bien est-ce qu'on cherche un partenaire externe? On a conclu qu'en termes d'optimisation de coûts et d'efficience, pour avoir un standard également à proposer à l'ensemble de nos clients, il nous fallait un partenaire externe pour réaliser une partie de la solution. Et donc, c'est là qu'on a établi une shortlist dont fait partie ZTS. Et puis, sur la phase suivante, on a confirmé après un pilote qui a été couronné de succès, on a confirmé le partenariat avec ZTS. 2018, donc ça a vraiment été l'année où on a fait les développements, où on a implémenté la solution. Donc je parlais de ce pilote qui a été fait au niveau de ZTS courant du premier trimestre. Deuxième trimestre, oui, un petit mot par rapport au pilote. Donc c'est qu'on a, pour le pilote, on a cherché d'abord à valider qu'en termes de fonctionnalité et de solutions informatiques, on avait une solution qui tenait la route. Et donc, on travaillait encore de manière non connectée avec les NMVS, puisque les NMVS n'étaient pas encore prêts non plus à faire des tests. Et donc, on a travaillé dans ce sens-là. Et alors, sur le deuxième et le troisième trimestre, on a alors procédé au déploiement de la solution, d'abord dans les pays où on avait réalisé les tests, les pilotes, et ensuite, on l'a déployé sur les 11 pays européens où on était présent.
La partie validation et test a vraiment eu lieu sur le quatrième trimestre et on a vraiment pris du temps pour valider et documenter de manière complète la solution, de manière de nouveau à pouvoir avoir tous nos clients qui soient confortables par rapport à la solution que l'on avait proposée, puisqu'en tant que distributeur, on agit pour le compte de nos clients. Si on prend la phase de Go Live, donc là, ce qu'on a constaté, oui, bon, on a eu un démarrage avec succès, donc on était très heureux par rapport à ça. Et alors, on a constaté qu'entre octobre 2018, octobre-novembre 2018 et avril 2019, on a eu une augmentation moyenne de l'ordre de 10% de la demande de stockage. Et en fait, l'explication qui est logique derrière, c'est que la législation prévoyait que à partir du 9 février 2019, tous les nouveaux numéros de lot qui étaient produits et libérés devaient être sérialisés, alors que les numéros de lot qui étaient libérés avant le 9 février 2019 n'avaient pas cette obligation. Et donc, on a un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques qui, en fait, ont augmenté, ou qui ont souhaité augmenter leur volume de stock de produits non sérialisés libérés avant la date de démarrage, de manière à gagner quelques semaines pour être sûr d'avoir le temps de finaliser l'adaptation de leur processus de production que Sébastien évoquait tout à l'heure. Ce qu'on a également observé, c'est qu'on a un démarrage strict au 9 février 2019, mais dans la pratique, on a eu vraiment une période de transition qui a été donnée par les autorités et qui a permis aussi à chacun des acteurs de démarrer progressivement. Et donc, je dirais que le démarrage en pratique, en tout cas pour nous, quand je vois les demandes que nous avons eues au niveau de nos clients, a eu lieu entre février et les premiers clients à démarrer, c'était fin janvier 2019, et les derniers ont démarré effectivement avec la solution en mars-avril 2019. Si on se place après la période de démarrage, donc après le Go Live, donc notre système a fonctionné comme ça qu'on s'y attendait. Donc on n'a pas eu de surprise. Là où on a eu plus de surprises, c'est qu'on a dû gérer les messages d'erreur qui revenaient du NMVS ou du EMVS. Et là on a eu, si on regarde en termes d'expérience, on a eu vraiment deux phases. La première phase, les messages d'erreur principaux que l'on recevait, c'était soit le numéro de série était inconnu, ou alors on avait des problèmes de matching, donc d'adéquation entre le numéro de lot, par exemple, et la date de péremption. Dans les deux cas, cela correspond à un problème de chargement de données au départ, donc au niveau des laboratoires. Et donc là, sur la première semaine, il y a eu des ajustements qui ont eu lieu. Et alors, on a eu un deuxième type de message d'erreur. Et là, la situation n'est pas la même dans chaque pays, puisque chaque LMVS, quelque part, a été mis sur pied par les autorités locales. Hein. Mais le temps de réponse de chaque LMVS, avec la montée en puissance et l'augmentation des volumes, a été impacté. Et donc, on a eu aussi à gérer des messages d'erreur du type « système indisponible, veuillez réessayer plus tard ». Et donc, fatalement, quand tout ça est géré d'un point de vue informatique, ce sont des adaptations qu'il a fallu mettre en place. Avec le recul, donc ça a été, comme je l'évoquais, donc un nombre très important de clients. Donc c'était l'implémentation la plus importante qu'on ait fait au niveau de notre groupe, puisqu'on a eu un peu plus de 150 clients qui ont été impactés et qui ont démarré en même temps. Oui. Petite pause technique. Pas de souci. Voilà, c'est spontané. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on a eu une augmentation des volumes progressive qui continue. Les volumes continuent à augmenter de mois en mois. Et donc, ce qui nous a permis de monter en puissance de manière assez confortable. Alors, où est-ce qu'on en est 18 mois plus tard? Je dirais que vraiment les bénéfices clés, hein, c'est qu'au niveau de l'Europe, on a mis en place un système qui nous permet d'assurer un niveau de protection nettement supérieur contre les contrefaçons éventuelles de médicaments. Alors, c'est une problématique qui est mondiale et l'Europe n'est pas la zone qui est la plus à risque, mais je pense que c'est un point d'attention pour l'ensemble des acteurs de la santé. Un autre avantage, et Sébastien l'a évoqué dans un de ses premiers slides, c'est quand on a un rappel de produit,
en fait, le laboratoire a la possibilité de changer le statut de l'ensemble des boîtes qui correspondent à un lot particulier dans le système MVS. Et puis, du coup, presque en temps réel, l'information est redescendue au niveau des systèmes nationaux. Et ça veut dire que concrètement, s'il y a un pharmacien, quand il scanne en fait la boîte qu'il va remettre à son patient, aussi pour lui annoncer le prix qu'il doit payer, il scanne la boîte. Il y a une connexion qui se fait alors avec le NMVS. Et si le produit n'a plus un statut actif, automatiquement, il reçoit un message bien indiquant qu'il ne peut pas délivrer la boîte. Donc là, on a une vraie avancée. Et alors, les autres éléments peut-être à mettre en avant, c'est que pour moi, c'est une étape intermédiaire. On va vers une solution de traçabilité totale qui va suivre. Et alors, ça a vraiment renforcé le partenariat qu'on avait avec nos clients. Alors, un des défis principaux qui reste, effectivement, pour les hôpitaux, puisque, je disais tout à l'heure, c'est que avec un système end-to-end, c'est donc le dernier acteur qui dispense les produits aux patients, qui doit faire la vérification d'authenticité, qui doit décommissionner le produit. Et donc, fatalement, les hôpitaux se retrouvent à devoir gérer des volumes très conséquents de produits. Et donc, la majorité des hôpitaux aujourd'hui font ce travail au moment où ils reçoivent les produits, donc en réception marchandises, puisque pour eux, ce n'était pas envisageable d'avoir toutes les infirmières qui se baladent dans l'hôpital avec des scanners. Donc, on a cette activité qui doit avoir lieu en réception marchandises. Et par contre, ils restaient avec ces volumes très conséquents de palettes entières qui sont livrées à l'hôpital. Et il ne faut pas faire un dessin, mais c'est clair que s'ils doivent commencer à ouvrir chaque palette et chaque carton pour aller scanner boîte par boîte tous les produits qui sont contenus, ça représentait un défaut, un challenge considérable pour eux. Donc, il y a eu du lobbying important qui a été fait au niveau des hôpitaux dans différents pays. La France était le premier pays à intégrer dans sa législation en juin 2019 la possibilité pour les grossistes et les distributeurs de mettre à disposition des données agrégées pour faciliter le travail des hôpitaux. Et l'Europe également, dans ces questions-réponses, a mis en avant la possibilité effectivement de pouvoir rendre ce service, sachant que le travail de décommissionnement, lui, devait être effectué par l'hôpital. Donc, on ne pouvait pas avoir, par exemple, un contrat où l'hôpital demanderait aux distributeurs ou aux grossistes d'effectuer le décommissionnement pour leur compte. Donc, ça, ce n'était pas autorisé. Pratiquement, à partir du moment où l'Europe et où les pays ont commencé à autoriser ce service, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'hôpitaux qui prévoient ou qui demandent d'avoir ce service dans leurs appels d'offres. Et donc, nous, ça fait un peu plus de 12 mois que l'on travaille sur des solutions d'agrégation et de consolidation qui doivent permettre à nos clients de répondre et d'apporter ce support qui est demandé au niveau de leurs clients finaux. Alors, le slide suivant précise juste la différence quand on parle d'agrégation et de consolidation. À l'agrégation, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Donc, c'est vraiment ce lien hiérarchique parent-enfant entre le contenant et le contenu, qui permet d'identifier simplement quand on a un carton standard, une palette standard, mais quels sont les numéros de série qui sont contenus dans ces cartons, dans ces palettes. La consolidation fait le lien entre l'agrégation et une commande spécifique. Donc, vous savez qu'avec le service de consolidation, on vise à mettre à disposition, par exemple, de l'hôpital, la liste des numéros de série qui sont contenus dans chaque carton qui faisait partie d'une commande. Donc, il peut s'agir de cartons complets d'origine, mais il peut aussi s'agir pour la majorité des volumes, c'est de la préparation de détail, et donc il faut scanner chacune des boîtes lors de la préparation de commande. En termes de bénéfices, si on commence par l'agrégation, donc fatalement, ça permet en amont de récolter ces données, ces numéros de série, et donc c'est synonyme d'efficacité lors de la préparation de commande. C'est synonyme aussi de qualité, parce que si on a un carton complet et qu'on doit envoyer un carton complet d'origine à l'hôpital, dans le modèle actuel, l'hôpital est obligé d'ouvrir le carton, alors qu'avec l'agrégation, on doit pouvoir utiliser le numéro, le code barre SSCC sur le carton pour effectuer les vérifications.
Ça nous permet donc d'optimiser le processus de préparation de commande, même si évidemment ça a un impact sur la préparation de commande. Et c'est aussi une fonctionnalité qui doit faciliter les inventaires physiques. La consolidation, pour finir, vise en fait à mettre à disposition des hôpitaux ces fonctionnalités d'agrégation pour leur permettre de décommissionner les produits en quelque sorte. Donc, ici sur le slide, on voit bien le schéma. Donc, on retrouve donc sur le premier pilier, donc vous avez le fabricant, manufacturer, donc qui télécharge ces données dans l'EMDS, qui est le système européen. Puis vous avez les distributeurs au milieu, distributeurs et grossistes, qui assurent certaines tâches de vérification, de décommissionnement lorsqu'on a par exemple de l'export, lorsque le distributeur envoie une commande hors Europe. Et également, avec les services d'agrégation et de consolidation que l'on propose, c'est le distributeur qui va alors préparer les données agrégées de manière à les transmettre à l'hôpital pour qu'il puisse les utiliser. Alors dans ce schéma-là, un maillon important qui restait à identifier, c'était comment on transfère en fait ces données aux différents hôpitaux. Et là, en fonction des pays, on a différents acteurs qui se dessinent. Si je prends en France, ZTS a proposé une solution au niveau des hôpitaux, mais on a aussi Hospitalis CGDIM qui propose aussi des solutions vers les hôpitaux. Et donc, c'est eux qui se chargent. Donc, nous, en tant que distributeurs, nous remettons les données agrégées et consolidées à ces partenaires qui se chargent de remettre ou de partager ces données dans un environnement sécurisé avec les hôpitaux. On va accélérer un peu. Vous avez compris, finalement, la problématique, c'était vraiment sur la partie fin de chaîne où si le marché ne s'était pas mis d'accord sur des standards de faire de l'agrégation, de la consolidation, pour les hôpitaux, pour certains hôpitaux, on était en train de discuter de 3 full-time equivalent par hôpital en plus. C'est-à-dire qu'ils doivent scanner chaque étui. Et c'est là d'où le marché s'est mis en accord, en dehors de la réglementation pour l'instant, d'aller vers ces mécanismes d'agrégation, consolidation pour faciliter l'étape de vérification pour les hôpitaux et l'étape de décommissionnement. On va aller rapidement sur la conclusion. La conclusion, je pense, historiquement, on a toujours été dans une... tout le monde fait de la traçabilité. Je n'ai jamais vu un prospect ou un client qui ne faisait pas de traçabilité. Mais souvent, on est dans une traçabilité en silo. C'est-à-dire que parfois, on découpe le numéro de batch de l'industriel. Vu que mon WMS, c'est pas gérer 20 caractères, il en gère 16, bah, j'enlève les 4 derniers caractères du numéro de batch. Sauf que c'est peut-être les caractères clés pour faire un rappel. Et c'est là où aujourd'hui, avec les moyens du digital, avec tous les moyens qu'on a des plateformes, on a la capacité de sortir de ce mode de traçabilité en silo et de rentrer plus dans une traçabilité connectée qui peut avoir un intérêt à la fois pour la transparence, à la fois pour la traçabilité, à la fois chaîner les opérations chez l'industriel entre matière première, produit fini, l'autre produit fini, semi-fini, et derrière, je le fais bouger dans ma supply chain, dans un modèle de track and trace, et je peux apporter cette traçabilité et ces éléments de transparence vers un consommateur, vers de l'information qui est, on va dire, intéressante pour lui. La transparence aujourd'hui, sans la traçabilité, c'est d'afficher des master data à des clients avec une véracité qui est parfois limite. Et ça, on l'a déjà vu, on discute avec des clients aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, si vous faites du multi-sourcing en tant qu'industriel et que vous avez plusieurs fournisseurs pour faire votre produit fini, bah, ça veut dire que vos données doivent être dynamiques. C'est-à-dire que vous devez savoir que ce fournisseur, ce produit-là de matière première, je l'ai mis dans ce produit fini et derrière, j'affiche la transparence liée à ce fournisseur, produit fini, et je fais mon chaînage des différentes informations. Voilà la conclusion. J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a interpellé. Un modèle de traçabilité réglementaire. On travaille dans différents types de modèles aussi pour des sociétés privées. Mais on part toujours d'un même type de modélisation. C'est définir les standards pour être interopérable. C'est aussi définir les acteurs qu'on va intégrer dans cette traçabilité et de pouvoir faire vivre, donner les moyens à tous ces acteurs de faire vivre l'information au maximum. C'est-à-dire que l'information, si derrière on travaille par exemple en Angleterre avec un gros retailer anglais
qui a intégré ses partenaires, et là on est sur la filière plus de tout ce qui est produits fruits et légumes, il y a certains acteurs qui n'ont pas de capacité informatique. Du coup, n'attendez pas d'avoir de l'EDI de la part de ces gens-là, parce que sinon vous allez mettre 10 ans avant d'y arriver. Par contre, on leur propose un portail web pour qu'eux puissent imprimer une étiquette, pour qu'eux puissent identifier ce qu'il y a à l'intérieur, pour qu'eux puissent, et on définit avec des matrices, des numéros de lot, pour que la traçabilité commence au point d'origine pour aller jusqu'au final, le consommateur. Et après, on restitue au consommateur. Il y a plusieurs sujets vis-à-vis du consommateur. Il n'y a pas que la transparence. Sur certains marchés, vous avez l'authentification qui est très importante. On a des clients, par exemple, qui dans le phytosanitaire, qui vendent des gros contenants, et ce qu'ils veulent finalement, c'est que les personnes qui achètent ce contenant peuvent identifier que si c'est un produit authentique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur certains marchés, quand vous travaillez pas que en Europe avec des marchés qui sont assez bien régulés, vous pouvez tomber dans des distributeurs qui peuvent jouer avec votre marque pour distribuer des produits qui ne sont pas les vôtres, mais avec vos prix. Et ça, c'est un peu gênant parce qu'à un moment donné, vous perdez du chiffre d'affaires et vous n'êtes pas capable d'assurer que ce marché est satisfait par rapport à vos produits. Ensuite, il y a la transparence. Il y a aussi aujourd'hui de donner des éléments sociétals, des certificats liés à des bonnes pratiques par rapport à une matière première ou par rapport à des process d'entreprise. Et ensuite, l'ultime étape, finalement, c'est d'aller vers le consumer engagement, vers le customer engagement, pour aller animer ce consommateur, pour pouvoir l'identifier et ensuite pour pouvoir l'animer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites de la transparence, vous ne connaissez pas forcément qui est en train de lire. Et le but, c'est de pouvoir donner et interpeller le consommateur d'une certaine façon qu'à un moment donné, vous êtes capable de l'identifier et de l'amener finalement dans votre cycle de fidélité pour aller vers le consumer engagement. Et voici les étapes que vous allez retrouver en touchant le consommateur. Bien sûr, les technologies sont au service et apportent des possibilités, mais la bonne question, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire finalement avec quelle technologie. Et c'est toujours, la technologie ne peut pas être le driver d'un projet. C'est le process, c'est la problématique que vous voulez résoudre pour pouvoir driver quelle est la meilleure technologie que vous devez utiliser par rapport à quelle problématique et où se trouve le problème et qu'est-ce que vous allez résoudre. Et ensuite, on tombe dans la traçabilité connectée, c'est-à-dire qu'on connecte tous les acteurs ensemble et on est capable ensuite de faire de l'analytique, de pouvoir analyser finalement des flux où j'ai des lectures de la part des consommateurs sur des produits qui ne devraient pas se trouver dans certains pays, par exemple. Et là, je sais que j'ai des marchés parallèles qui se sont montés, parce que je sais que ce numéro de série ou ce numéro de lot ne doivent jamais se retrouver en Pologne, mais il est destiné à l'Italie. Comment ça se fait qu'en Pologne, j'ai des consommateurs qui sont en train de lire en forte intensité les produits qui viennent d'un numéro de lot qui n'était pas prévu sur ce pays. Ou on a des clients qui font de l'animation fidélité, par exemple, sur certains produits. Je scanne le QR code avec un numéro unique et ça m'apporte des points de fidélité. Il y a plein de mécanismes derrière quand vous rentrez dans le consumer engagement pour aller animer, identifier ce consommateur, pour pouvoir aller le capturer et connaître un peu plus ce consommateur que par ailleurs vous ne pouvez pas connaître. Voilà la conclusion, on va dire, de la traçabilité connectée, la traçabilité du futur. Je vous remercie.